Bonjour, on a presque récupéré tout le monde. Donc juste introduction, et je regarde l'heure pour qu'on soit dans le timing. Donc je travaille chez L'Oréal, et chez L'Oréal, ça va permettre de continuer dans finalement tous les changements qu'on a vécus ce matin. Et je vais plutôt ce matin me focuser sur un point qui est la stratégie digital learning qu'on met en place maintenant depuis 2-3 ans, avec finalement une vision très différente de ce qui avait pu être fait avant pendant 2-3 années de tests, d'expérimentation. Et l'idée, c'est de balayer avec vous finalement plusieurs mots-clés et de voir qu'est-ce qui a été nos 10, 12, 15 idées clés pour mettre en place cette stratégie digitale. Pour démarrer, je vais, premier mot-clé pour finalement cette mutation du digital learning chez nous, on part avec une vraie vision de à quoi sert le learning. Alors L'Oréal est sur un métier qui est le métier de la beauté, qui est un métier très particulier, qui est un métier qui est très au contact, très proche du consommateur final, de nos clients. Et L'Oréal a l'ambition en tant qu'entreprise d'être une entreprise qui prend soin de la même manière de ses collaborateurs qu'elle prend soin finalement de ses propres clients en leur offrant à tous et au maximum la beauté. Ce qui donne en interne de très très forts engagements sur tout ce qui est social, accompagnement des collaborateurs. Et on retrouve ces engagements au sein de deux grands programmes. Un programme qui s'appelle Share and Care, qui est finalement un programme qui permet dans le monde entier d'aligner les minima sociaux. Alors quand Charles parlait justement du contrat de travail, parlait de la relation avec son employeur, aujourd'hui L'Oréal a pour ambition d'aligner, ou en tout cas d'offrir dans le monde entier à ses collaborateurs parfois plus que les propres lois données par les gouvernements locaux, typiquement sur le congé maternité. Et un autre des sujets est la formation. Et on a pris un engagement dans ce qui s'appelle Sharing Beauty with All, qui est l'engagement CSR de l'entreprise. On a pris un engagement qui est, en 2020, 100% de nos collaborateurs auront accès chaque année à une action de formation. C'est notre responsabilité. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. On est en train de progresser. On est plutôt vers 80% des collaborateurs avec accès à la formation. Donc, il faut qu'on avance. Et on ne va pas pouvoir obligatoirement avancer avec la même vitesse du point de vue budgétaire. Donc il faut trouver d'autres solutions multiples, variées, pour développer nos collaborateurs. Du coup, le digital learning et la place du digital learning, ce qu'on peut appeler un portail de formation, un espace de formation numérique, il faut le repenser. Et le premier mot-clé qui est venu à l'esprit lorsqu'il y a 2 ans, on a repensé complètement l'approche. Alors ça a été mentionné quand on parlait SPOC, c'est le côté haut, le côté ouvert à tous. Et aujourd'hui, quand on se pose des fois dans des entreprises la question de est-ce qu'il me faut plusieurs LMS, est-ce qu'il me faut plusieurs plateformes de formation, à qui va être ouverte la plateforme de formation, est-ce qu'il faut que je fasse un espace réservé aux exécutifs parce qu'eux, ils ont besoin certainement d'une offre spécifique, est-ce que la recherche, c'est tellement confidentiel qu'elle doit aussi avoir ses propres ressources de formation séparées du reste? On a eu une réponse et une vision extrêmement simple, on a un seul et unique portail ouvert aux 78 000 collaborateurs du groupe. Et on n'en a pas deux, et dans celui-là, on n'a même pas 2 espaces différents. Donc on a des contenus qui sont par exemple des contenus d'Harvard, que vous soyez ouvrier dans une usine de production, exécutive, membre du comité de Jean-Paul Agon, vous avez tous accès au même contenu. Ça a été un vrai combat interne, ça a été une vraie discussion avec certains, un vrai challenge de dire oui, vos informations sont peut-être des fois trop exclusives ou trop réservées à une certaine catégorie de l'entreprise. Faisons en sorte de les travailler du point de vue pédagogique, du point de vue message pédagogique, pour rendre finalement l'accès de tous à cette connaissance. Et c'est vraiment un engagement de l'entreprise qui s'appelle derrière, qui est Learning for All, le projet d'entreprise, qui est d'apporter à tous et à tous les nouveaux, à toutes les populations, à toutes les générations dans l'entreprise, la connaissance, la compétence au sens large. Dedans, deuxième idée, c'est d'apporter des contenus qui attirent. C'est-à-dire de la même manière que quand vous surfez sur le web, vous allez vers des contenus que vous identifiez comme étant des contenus de qualité. Ça arrive. On mentionnait Netflix ce matin. J'aime beaucoup le parallèle finalement entre MyLearning et Netflix, au sens on a des chaînes thématiques, on a des providers qui nous accompagnent sur ce portail, et ils doivent attirer finalement le learner, ils doivent attirer l'apprenant.
Les attirer, c'est parce qu'ils vont être reconnus comme étant les meilleurs dans leurs différents domaines. Donc on travaille avec, j'en ai cité quelques-uns là, qui sont certains des providers un peu historiques, d'autres des nouveaux. Vous avez Iversity, qui est une plateforme de MOOC berlinoise, très dynamique, qui a une expérience utilisateur sur sa plateforme qu'on trouve, nous, extrêmement intéressante. On a des nouveaux start-upers, General Assembly, qui est une start-up new-yorkaise, qui est dans les meilleurs rankings des Fast Company sur le sujet du digital. Et avec eux, on démarre depuis la semaine dernière toute la transformation digitale de l'entreprise, et principalement sur des publics aujourd'hui prioritaires que vont être les gens du marketing et les gens des ventes, du e-commerce. Et on démarre avec eux mondialement ce programme d'upskilling, comme on l'appelle, de l'entreprise. Donc chacun est bien identifié sur des fois un créneau de niche. Vous avez Sun Sun Sun, qui est une entreprise française, qui est une agence de tendance. Ils font des quêtes de tendance. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas ou si vous ne connaissez pas. Leur flux Facebook ou leur flux Twitter est passionnant. Ils vous trouvent des petites pépites quasiment tous les jours sur les tendances, la mobilité, sur les tendances, le crowd, sur les tendances du big data. Et donc, c'est vraiment une source d'inspiration français-anglaise pour nos équipes dans le monde entier. Sujet suivant, c'est aux côtés des providers, il faut leur réaliser les contenus. Finalement, on s'aperçoit quand on demande à nos collaborateurs qu'est-ce que vous voulez trouver sur le portail de formation, on veut trouver des contenus qui sont L'Oréal. Donc là, vous avez plein d'exemples qui sont des contenus qui sont développés en interne ou qui sont développés avec des prestataires, mais qui sont à chaque fois très spécifiques à notre métier de la beauté. Alors c'est certain qu'on ne va pas les trouver sur étagère chez un provider, ce qui est la formation au métier du maquillage, ce qui est la formation au métier du soin, on est obligé de le construire nous-mêmes, mais de la même manière, tout ce qui est intégration va être un enjeu fondamental pour l'entreprise. On est une entreprise où on recrute chaque année 10 000 personnes dans le monde entier. Vous avez quasiment 1000 personnes qui arrivent par an en Chine. Ça veut dire que c'est des cohortes, des sessions de 100 personnes, 100 newcomers tous les mois. Et on ne peut pas juste les accompagner en formation classique. Ils peuvent pas attendre plus de 15 jours pour comprendre l'entreprise, son organisation, ses valeurs. Donc le mix de moments d'accompagnement terrain, très mentoring, coaching avec les pairs va être extrêmement important pour la réussite, mais en même temps, il y a des fondamentaux de l'entreprise qu'on doit pouvoir leur passer de façon extrêmement agile online. Sujet suivant, c'est les formats. On parle souvent e-learning et on oublie que derrière, il y a peut-être une multitude de formats et on n'a pas de limite finalement pour être créatif. Le e-learning, c'est un mot valise qui peut comprendre extrêmement de formats différents. Entre un e-learning qui est finalement juste des slides qu'on tourne jusqu'à un serious game, même si on peut des fois avoir des doutes ou des interrogations sur l'engagement des collaborateurs vraiment sur un serious game. Mais le serious game va être une réponse extrêmement pertinente si on n'a pas fait ça juste pour le plaisir de faire du game ou du fun, mais si on en attend un vrai bénéfice pédagogique. Résultat, sur le portail, aujourd'hui, finalement, on avait un portail précédent, avant que j'arrive, qui était avec 200, 300 ressources pédagogiques, extrêmement triées, où on savait que chaque ressource pédagogique avait été testée par des groupes pilotes, évalués dans le monde entier, que ça marchait avec toutes les cultures, et on s'était dit, voilà, ça va certainement être les meilleures ressources pédagogiques. Bah non, en fait le web, c'est pas obligatoirement ça. Le web, c'est Google, et quand vous allez sur Google, vous tapez un mot-clé, vous espérez trouver quelque chose qui vous va. Quand vous allez sur la Khan Academy, pareil, vous tapez un mot-clé, vous espérez que vous allez avoir quelque chose qui vous va. Vous regardez, ça vous plaît, vous continuez, vous regardez, ça vous plaît pas, vous arrêtez, et vous mettez pas d'étoiles, et ça tombe dans les profondeurs du web. C'est vraiment l'attitude qu'on a aujourd'hui. On est passé de 250 ressources à 4000 ressources pédagogiques. 4000 ressources pédagogiques, souvent on me demande si je les ai testées. Mais non, je les ai pas testées. Je travaille avec des providers qui sont des providers de qualité, mais j'ai demandé à personne de les tester. Aujourd'hui, après 2 ans d'avoir 4000 ressources pédagogiques, on voit qu'est-ce qui remonte en surface, c'est-à-dire qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui est terminé, qu'est-ce qui est bien noté dedans, et puis après, ce qui était mauvais s'enfonce. Et à la limite, ce qui était mauvais, plus personne n'y a accès, et c'est pas gênant. Après, des fois, vous avez des contenus que peu de personnes voient, mais parce que c'est des contenus de niche.
Dans ce cas-là, eux vont être peut-être très bien notés, mais peut-être pas en haut dans les sujets les plus populaires sur la plateforme. Donc aujourd'hui, vraiment, l'état d'esprit, c'est le maximum de ressources. On est Google. Je veux que les gens aient le réflexe de se dire j'ai besoin de me développer, je vais d'abord taper là plutôt que d'aller dans YouTube ou Google. Parce que sinon, de toute façon, le réflexe de nos collaborateurs, c'est ça aujourd'hui. Quand vous avez des sites comme TED qui diffusent des centaines de vidéos par jour, que la moindre vidéo est diffusée en 80 ou 100 langues, mon principal concurrent, c'est TED. Donc si jamais je n'essaye pas, moi, de dire sur ma plateforme, j'ai du TED, mais en plus, par rapport à TED, je vous amène sur la plateforme le meilleur de TED ou ce que moi j'ai considéré comme étant le plus intéressant, finalement, je perds du client. Donc aujourd'hui, on gère vraiment notre site, notre plateforme, je vais dire comme un site de e-commerce. C'est-à-dire qu'on regarde qui vient, on regarde qu'est-ce qu'on met en tête de gondole. Donc sur le portail, vous avez vu rapidement, c'est-à-dire qu'en haut, j'ai 4 sujets, et les sujets, j'essaye de les faire tourner régulièrement, et j'essaye de m'ancrer dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire c'est pas un sujet hors sol, c'est-à-dire c'est Jean-Paul Agon participe à la conférence il y a 15 jours de l'UNESCO sur le climat. Derrière, il a une interview qui est diffusée sur BFM et sur, Bloomberg. On récupère la vidéo et ça nous permet de l'allier rapidement dans un mini parcours où on a cette vidéo-là, plus la vidéo de 2-3 autres speakers internes sur ambition 2020 de l'entreprise. Et c'est vraiment en essayant de s'ancrer au quotidien sur les attentes des apprenants, en manageant ça vraiment, en essayant de regarder quel est le flux, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce que je peux pousser un peu en tête de linéaire dans mon magasin numérique, que j'arrive à attirer du flux. Et c'est en jouant aussi le social entre les personnes, parce que penser que ça descend uniquement d'un service formation qui saurait ce qui est bon pour les apprenants, non, les apprenants aujourd'hui, ils savent ce qui est bon pour eux. J'adore la citation, je l'ai retweetée tout à l'heure, parce que j'adore cette citation-là, de dire c'est vraiment très important pour l'apprenant lui-même, c'est à lui de prendre en charge aussi son propre développement, et de savoir qu'est-ce qui est bon pour lui. Et de dire que c'est à lui de prendre en charge son propre développement, c'est surtout pas dire ce n'est plus notre rôle. Notre rôle, c'est d'offrir des possibilités et ensuite de laisser l'apprenant lui-même trouver son propre chemin qui va être le meilleur pour lui dedans. Vous verrez, j'ai partagé sur le fil Twitter, on a fait 2 vidéos qu'on a partagées sur la chaîne YouTube de L'Oréal Careers. Ces 2 vidéos aussi qui font partie d'un programme de formation que j'ai fait en interne pour mes gens de formation dans le monde entier. Et les 2 vidéos que j'ai partagées, il y en a une, c'est sur les styles d'apprentissage, parce que c'est bien de se dire, de se rappeler de temps en temps que chacun apprend à sa propre manière. Et puis le deuxième, c'est, on a cité ce matin dans l'intervention sur les SPOC que l'apprentissage devait devenir continu. Et c'est vraiment l'opposition de dire j'ai un problème, j'avale une espèce de pilule de compétences. Non, l'apprentissage aujourd'hui, c'est comment on arrive à multiplier les points de contact entre l'apprenant lui-même et le savoir ou la compétence. Et vous verrez, j'ai partagé une 2e vidéo qu'on a fait, qui sont sous forme de dessins animés, autour de le concept de 70-20-10 un peu revisité, avec l'idée de continuous learning, qui est vraiment cet apprentissage au fil du temps. Donc les formats, aujourd'hui, pas de racisme dans les formats, on intègre. La vidéo est un champ d'expression, d'innovation, de créativité fantastique, parce qu'entre une vidéo d'interview, une vidéo interactive, une web série, on peut faire des formats extrêmement variés. Et aujourd'hui, on intègre tout ça. On a une formation qui va sortir d'ici 15 jours autour de la corruption. Elle est faite en format vidéo interactif, parce qu'il n'y a rien de plus engageant pour un learner que de se retrouver en vidéo face à un douanier qui va dire voilà, je voudrais 20 € parce que vous passez avec des produits L'Oréal. Qu'est-ce que vous faites? Et là, 3 propositions. Réponse de l'apprenant, on voit qu'est-ce qui se passe et on voit les conséquences de sa décision. Et ça, pendant 3 quarts d'heure, on est totalement immergé dans une situation réelle, engagé. Et là, on n'est plus en train de se dire je suis en train de me former online, en e-learning. Non, je suis en train d'apporter un espèce d'espace réel directement sur le téléphone, la tablette des personnes. Ce qu'ils ne pourraient pas vivre, parce qu'ils peuvent aller tester face à un douanier, qu'est-ce que c'est, quelle est la conséquence de répondre oui, j'accepte un pot de vin ou pas, mais les conséquences peuvent être plus compliquées que face à son ordinateur. Et aujourd'hui, il faut être créatif, il faut attirer les apprenants, il faut leur donner envie de se former, et surtout, on a de plus en plus, les grandes entreprises, des contraintes de formation, compliance, au droit de la concurrence, à la corruption, à l'éthique. Ces sujets sont fondamentaux sur l'entreprise et sur ces sujets-là, il faut redoubler d'efforts pédagogiques pour faire en sorte que ça soit un vrai moment
plaisant et apprenant en même temps pour nos collaborateurs. Troisième sujet, l'autonomie. Alors l'autonomie, j'ai pris c'est la Google Car qui va bientôt passer sur les routes de Californie, qui a fait quelques millions de kilomètres sans avoir des accidents. Et puis si vous allez un peu plus loin, vous avez le patron de Tesla, d'autres marques automobiles, là, Musk, qui est en train de dire si ça se trouve en 2030, il sera interdit de conduire une voiture. Mais il y a vraiment un parallèle que j'avais vu dans une conférence qui était de se dire, il y a un moment on avait des calèches où on avait quelqu'un qui vous conduisait en haut de la calèche, après on est passé dans des voitures où on était soi-même au volant, et puis après on est dans des voitures où si ça se trouve on n'est même plus en train de conduire. Donc il y a un gain petit à petit et apporté par le digital et par les réflexes digitaux, un gain d'autonomie et qui n'est pas du tout un danger, qui est vraiment finalement une opportunité d'offrir une extrême richesse à l'apprenant. Aujourd'hui, on voit bien quand on est dans un schéma des fois un peu classique de le responsable formation est en charge de la prescription, du plan de formation et d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui est bon pour l'apprenant lui-même. C'est extrêmement compliqué pour un responsable formation des fois de réussir à prendre en compte l'intégralité des paramètres, c'est-à-dire comment la personne apprend, qu'est-ce qu'elle a appris avant, d'où elle vient, comment elle est managée, quel est son rapport avec ses collègues, son manager, où est-ce qu'elle va puiser son savoir. Ça veut dire que ce champ-là, est-ce que demain on ne peut pas aller jouer avec vraiment du big data, de l'analytics, qui est de se dire je collecte un ensemble d'informations inimaginables dans l'entreprise qui vont permettre, alors peut-être pas un apprenant de décider lui-même de son menu pédagogique, mais d'avoir une discussion avec un responsable formation qui ne sera pas uniquement le canal de je prescris les blockbusters de l'entreprise. Tout le monde a toujours suivi cette formation, donc par réflexe ou par mimétisme, je prescris la même formation au nouveau derrière. On a vraiment un sujet qui est aujourd'hui de finalement faire de l'individualisation de masse. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à individualiser à la personne parce que ça deviendrait un enfer finalement de notre métier, mais comment on arrive à essayer d'éviter d'être par moment le Coca-Cola de la formation. On ne peut pas se dire que la même formation va à tout le monde. Donc il y a vraiment cet enjeu-là qui est de je donne les outils, l'autonomie, et j'aime beaucoup ce qui était présenté sur l'inversement de la pyramide, en fait, de la chaîne de valeur du learning. Il y a un moment, cette notion de j'arrête de faire un plan de formation au sens légal du terme ou au sens classique du terme, mais je suis beaucoup plus en posture de conseil vis-à-vis de mon collaborateur. C'est un vrai changement, et c'est un changement profond, et c'est un changement de compétences très profonde pour les responsables formation, les directeurs formation, les formateurs dans le monde entier. Sujet suivant, c'est promotion. Alors, je vous ai dit, on gère ça comme un site de e-commerce. Un site de e-commerce, ça fait de la pub, ça fait de la promotion. C'est-à-dire, il y a un moment, si vous voulez que vos clients rentrent dans votre magasin, il faut faire de la pub, il faut les engager. Il faut leur dire, en tout cas, ce qu'ils pourraient trouver. Et on accompagne régulièrement, en permanence, à longueur d'année, la promotion de la boutique My Learning vis-à-vis des collaborateurs. Alors moi, mon réseau, il est mondial. Finalement, on a 200-250 personnes dans le monde entier qui sont en charge de la formation, ce qui est un nombre bien pas obligatoirement très large comparé à 78 000 collaborateurs, qui est extrêmement optimisé. Mais je les équipe, je leur donne moi les outils depuis l'équipe internationale pour que eux localement ils puissent faire la promotion et ils puissent lier finalement la promotion du portail My Learning à ce qui se passe dans le pays. Ça serait une erreur fondamentale de dire moi je touche directement le collaborateur qui est en Malaisie, le collaborateur qui est au Brésil, celui qui est en Inde. Ils ont des besoins radicalement différents. Ils ont une actualité locale qui est radicalement différente. Ils ont un patron de pays qui donne des enjeux qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc ça veut dire que notre mode de gouvernance, il est un mode de gouvernance qui est, moi mon rôle, c'est d'équiper les pays, mais le rôle ensuite de manager et de faire la promotion locale, ça c'est le rôle des pays. En fait, la manière dont on équipe les pays, c'est de leur donner une idée, un angle, un axe, en général une vidéo qui leur permet de faire la promotion. En ce moment, c'est de dire, il y a toujours un bon moment pour apprendre, partagez votre learning experience de l'année, du moment. Et on les invite derrière, en mode frame, selfie, via un groupe Yammer, de les uns et les autres dans le monde entier, de partager
quelque chose, un moment d'apprentissage. Et on voit que ce qui revient et ce qui ressort, c'est pas obligatoirement de la formation classique. C'est voilà, j'ai appris avec mes collègues, j'ai appris avec mes pairs, j'ai appris avec un speaker, j'ai appris avec un formateur, j'ai appris avec des partenaires extérieurs, j'ai appris avec mes prestataires par moment uniquement. Et ce qu'on veut bien voir, c'est qu'en fait, finalement, ce développement de cette culture d'apprentissage, c'est aujourd'hui la responsabilité des gens de learning. Et amener l'entreprise vers ce rêve qu'on a ou ce Graal qu'on essaie d'atteindre les uns les autres depuis plusieurs moments, qui est l'entreprise apprenante et qui est de se dire chaque moment dans l'entreprise va être apprenant pour les uns les autres, on va apprendre de nos erreurs, on va apprendre des bonnes pratiques des autres, on va s'ouvrir au monde extérieur. C'est vraiment l'axe dans lequel aujourd'hui on travaille et on avance. J'accélère. Mobilité, mobile. Téléphone, montre de main, j'en sais rien. En tout cas, il y a un débat qu'on essaye d'arrêter, qui est de se dire, j'en suis encore par moment des discussions où il faudrait que les contenus qu'on fait peut-être soient mobile first. C'est-à-dire qu'on se dit, faudrait peut-être déjà que ça marche sur téléphone avant de marcher sur ordinateur. Si ça se trouve, le vrai débat et la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça doit pas être mobile only? Est-ce que ça doit pas juste fonctionner sur téléphone, sur smartphone, sur montre peut-être demain matin? En tout cas, on voit à la fois, pour moi, au niveau international, dans des régions du monde où la soif d'apprentissage est exceptionnelle, et je vais prendre l'Inde, le Brésil, la Chine, la Corée. Aujourd'hui, je suis tous les jours à recevoir des demandes des collaborateurs de solutions sur téléphone. Et pourquoi? Parce que la Corée et la Chine vont me dire attends, nous on a le Wi-Fi dans le métro, donne-nous des solutions dans le métro. Alors je sais que ce débat-là, si on l'a dans d'autres pays, ça devient extrêmement compliqué. Donc mobilité, bien entendu, et la mobilité, c'est aussi pour toucher de façon offline des équipes de vente. Aujourd'hui, nous, on a des équipes, 78 000 collaborateurs, on a 16 000 personnes en usine, et on a à peu près 18 000 personnes qui sont dans des corners de department store type Galeries Lafayette ou le Bon Marché. Comment je les touche? Si je me dis que je dois les toucher sur leur lieu de travail, j'y arrive pas. Donc, est-ce que je les enlève du lieu de travail? Ça devient compliqué. Est-ce que par contre, c'est ma responsabilité d'essayer de leur offrir une solution qui sera accessible en mobilité chez eux? Oui. Après, ça peut être un débat qui est sur l'extension des limites, vie privée, vie professionnelle, lieu de travail, mais qui est le vrai débat aujourd'hui aussi challengé comme Charles nous le rappelait au tout début. Le jeu. On l'a évoqué, est-ce que le jeu ça sert? Est-ce que le jeu c'est un intérêt? Est-ce que le jeu on doit en faire? Oui, oui et oui, je pense. Aujourd'hui, vous regardez finalement, ça aurait pu être une question Wissambly qu'on pose, à votre avis quel est l'âge moyen d'un gamer? On peut le faire à voix haute. C'est-à-dire un gamer, c'est quelqu'un qui est assez addictif au jeu. Combien? 30 ans? 35? Alors... Il y a la bonne réponse à ça, c'est 43 ans. Et à votre avis, c'est un homme ou une femme? C'est un homme, bien sûr, c'est un homme de 30 ans. Et non, c'est une femme de 43 ans. 53% des gamers sont des femmes. Et en fait, pourquoi? Parce que Candy Crush. Parce que des jeux comme ça. Mais ça veut dire que si on ne joue pas avec ces codes-là dans l'entreprise, on n'attire pas certaines personnes. Une des applications apprenantes les plus performantes sur les Apple Store ou les Android Store, c'est Duolingo. Je ne sais pas si certains connaissent. Duolingo, c'est pour apprendre les langues. Vous allez là-dessus, c'est du jeu. Vous gagnez des badges, vous gagnez des points, mais vous êtes en permanence engagé sur, voilà, du moins ça fait 2 jours que tu n'as pas appris des mots, tiens, reviens nous voir. Et dans un univers finalement qui offre vraiment de nouvelles tactiques pour attirer le collaborateur et l'engager. Ça, c'est un exemple de ce qu'on fait, ça va être sur le droit de la concurrence. On a pris des codes très modernes autour de tout ce qui est motion comics, en fait, univers de la bande dessinée. Les badges, je viens d'en parler. Les badges, on démarre sur la plateforme, on gagne des points, vous gagnez des badges, fonction de toute l'activité que vous avez, qui est faite à la fois des modules que vous allez terminer, du temps que vous passez, des contributions que vous faites, des commentaires que vous faites, des rankings que vous faites. C'est-à-dire toute votre activité sociale et votre engagement se traduit en points, en badges, en leaderboards, en ranking, et vous pouvez vous comparer aux autres. Et vous pouvez voir qu'est-ce que les autres ont suivi comme formation. Ça peut vous donner des idées. Et en tout cas, vous arrivez à voir, est-ce que je suis, moi, dans le trend de mon groupe d'apprenants, de mon pays ou autre.
Résultat, on parle de certificats, on parle de gagner des points. Il y avait une brillante intervention autour des SPOOC. Alors SPOOC, MOOC, Cook, je pense qu'on a un peu trop d'acronymes sur le sujet, mais on voit que c'est un sujet qui est très ambitieux, sur lequel on tourne les uns les autres. Juste là, je vous ai mis à l'écran ces 4 initiatives récentes qu'on fait autour de MOOC. Alors là, MOOC externe sur des plateformes. On est autant chez EDX, chez Coursera ou chez Iversity. Et qu'est-ce qu'il faut en retenir, c'est que je vais vous prendre Public Speaking. Recruter 160 participants mondialement dans 15 pays, ça nous a pris 8 jours. La même chose quand on veut les recruter pour faire du présentiel, ça prend un temps, les responsables formation qui sont dans la salle le savent, ça prend un temps infini. C'est extrêmement long. Là, 160 personnes. Aucun problème de savoir à quel moment ils allaient le faire. C'est-à-dire, ça n'a même pas été un sujet de discussion. Les gens se sont organisés pour le faire, motivés. Après, on en a eu 25% à peu près aujourd'hui qui finissent les certificats, ce qui est extrêmement bon quand on compare, au taux de complétion. Alors, c'est à la fois une satisfaction, on se dit que ça marche bien. Par contre, on met de l'énergie pour les engager, les retenir, faire des WebEx par moment pour continuer à les garder dans le rythme. Mais d'un autre côté, et c'était une des questions que je posais, c'était de se dire, si quelqu'un finit pas, est-ce que c'est grave ? On a eu une discussion, je sais que vous avez vu hier, Cécile Dejoux, on a beaucoup parlé autour de son MOOC. Il y a des gens qui viennent prendre quelque chose, qui picorent quelques grains de compétences, c'est peut-être très bien. Pourquoi amener tout le monde vers la complétion ? Et c'est vrai que quand on a 20 personnes assises dans une salle, on ne sait pas si on a emmené 100% des personnes au bout de la salle, c'est pas parce qu'elles ont signé une feuille d'émargement au bout de 2 heures, au bout de 2 jours. 2 derniers sujets ou 3 derniers sujets et après j'arrête. Sujet plus prospectif. Aujourd'hui, on voit bien que on passe notre temps les uns les autres, quand on parle du monde digital, à s'évaluer. Alors s'évaluer, c'est combien j'ai fait de pas dans la journée, c'est se donner des objectifs de je veux gagner tant de calories. Mais on voit bien que ce marché-là et cet axe-là qui est ce qu'on appelle en anglais le quantify myself ou quantify self, c'est-à-dire je m'évalue en permanence moi-même, est un marché en progression énorme. Ça, si on essaye de se dire, qu'est-ce que ça peut m'amener dans le monde de la formation ? Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, alors LinkedIn fait des essais avec, le bout d'écran que je vous ai mis, vous pouvez valider les compétences des uns et des autres. C'est une première tentative. Mais moi, j'adorerais pouvoir donner à mes collaborateurs demain une application, quelque chose qui va leur permettre finalement de se dire, tiens, j'avais ce problème de compétence ou j'avais ce point-là sur lequel je devais progresser. On a vu ça dans mon entretien annuel. J'étais en formation et maintenant que je me retrouve dans la vie de tous les jours, tiens, j'étais formé à la conduite de réunion, je viens de faire une réunion. Est-ce que je peux pas utiliser ma montre pour me dire c'était mieux qu'hier et finalement j'envoie ça à 2 de mes collègues qui eux vont pouvoir aussi m'évaluer sur ma capacité à conduire les réunions maintenant. Donc on voit bien que on a besoin de cet effet miroir permanent pour savoir si on est sur le bon chemin du progrès, de la progression. Je voulais finir avec 2 sujets. Le sujet pour pas oublier le présentiel, parce que aujourd'hui, si je prends L'Oréal, c'est 1 600 000 heures de formation, c'est 72 000 heures qui passent en online, pure online aujourd'hui. Ça veut dire que le présentiel, l'impact du digital et la transformation digitale, elle a lieu aussi en présentiel. C'est-à-dire que si en présentiel, on continue de former les gens avec des techniques les mêmes qu'on avait il y a 10 ans, alors les post-it, on adore tout ça, mais il y a un moment, ils connaissent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors il y a des solutions, et aujourd'hui, nous on travaille, il y a une des solutions qu'on a développées, pareil, en mode un peu crowdfunding, avec une start-up qui s'appelle Klaxoon et qui est à Rennes, et on a développé avec eux une solution d'interactivité présentielle. Et avec ça, on fait du jeu en présentiel, on fait des post-it digitaux, on fait de l'interactivité permanente, mais pas juste pour faire de l'interactivité ou pour faire moderne, c'est parce que ça a un véritable impact sur la rétention, c'est un véritable impact sur la pédagogie elle-même de la session présentielle. Et du coup, pour terminer, je voulais finir sur l'impact de tout ça, parce que c'est bien de faire des transformations, mais le grand sujet aussi pour nous, c'est l'impact. On peut parler retour sur investissement, on peut parler surtout impact de la formation. Aujourd'hui, on mesure sur 100% de nos formations désormais l'impact qu'elles ont. Et l'impact, c'est pas juste la satisfaction à chaud, c'est 3 mois après, qu'est-ce que les collaborateurs en pensent, qu'est-ce que le manager en pense, et est-ce que finalement notre job a servi à quelque chose. Et juste quelques chiffres, on a 72 000 collaborateurs,
On a eu l'année dernière, online, 42 000 utilisateurs. Ces utilisateurs ont passé à peu près 72 000 heures de formation, ce qui donne en moyenne 2 heures de formation par collaborateur online. Allez, c'est 5 à 6 ressources pédagogiques. Donc on voit qu'aujourd'hui, ils reviennent, et ils reviennent avec régularité. Et on est, en ayant fait ces changements avec tous ces mots-clés que je vous ai énumérés là pendant la demi-heure, on a fait x5 à peu près en trafic en l'espace de 2 ans. Voilà, et si vous voulez continuer les échanges, Twitter, Pinterest, LinkedIn, je vous invite, si vous voulez, à se connecter. Et s'il me reste du temps, j'ai peut-être quelques questions. Alors, première question, quelle plateforme utilisez-vous? Une plateforme interne ou un service LMS externe? On est en SaaS avec une plateforme externe. Et notre plateforme, c'est connu, notre plateforme est la plateforme Epistema, qui est la plateforme portée par Cross Knowledge. Faramineuse, phénoménale, fantastique. Alors j'en fais pas assez de choses aujourd'hui à mon goût, parce qu'on amasse, en fait, alors notre infrastructure, juste en 2 minutes, elle est une plateforme de formation, mais un système, le Training Management System est un système interne. Donc on était sur est-ce qu'on a un ERP ou pas, est-ce qu'on développe. On a fait un choix, L'Oréal depuis plus de 10 ans, d'avoir son propre développement interne, donc ce qui nous permet d'enregistrer des sessions de formation, d'inscrire des collaborateurs, est totalement ancré dans le système RH de l'entreprise. Pourquoi? Parce que quand vous êtes collaborateur, vous avez un front office RH dans lequel vous trouvez votre paye, vos congés, vous trouvez My Learning dedans. Quand vous avez fini une formation, elle remonte directement dans votre CV d'entreprise. Donc on avait besoin d'une totale intégration. Donc on a le Training Management System qui capte toute la donnée du flux des apprenants. On a My Learning aujourd'hui qui est le portail porté sur la plateforme Cross Knowledge, qui a un ensemble de data faramineuses, et surtout ce qu'on a, qui est le 3e source de data qui est aujourd'hui à exploiter, qui est toute l'évaluation de l'impact des formations. Aujourd'hui, l'année dernière, on a évalué, et l'année dernière on n'était pas à 100%, on a évalué 1000 sessions de formation. Cette année, on va en évaluer 7000. Et du coup, si on commence à matcher qu'est-ce que les gens suivent et qu'est-ce qu'ils en pensent, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du prédictif, et du prédictif un peu plus intelligent, un peu plus targeté, pas intelligent, targeté auprès de nos collaborateurs. Donc il y a un vrai sujet, big data, très très clair. Et mon idée étant d'aller jusqu'à l'impact l'année prochaine, de le rendre public auprès des collaborateurs. C'est le step TripAdvisor, c'est-à-dire il y a un moment, il faut dire aux collaborateurs qu'est-ce que les autres pensent de leur formation. Donc là, j'ai quelques réticences parce que certains me disent mais si les notes sont pas bonnes, bah si les notes sont pas bonnes, faut améliorer la situation. Les contenus partenaires, la démarche de prospection, vient-elle de vous? Alors, elle vient d'une... En fait, on a mis en place une structure interne qui est de dire j'ai 18 grands practice leaders. Donc, les grands practice leaders, c'est des personnes qui sont en charge d'un champ d'expertise, d'un champ de compétences, qui va être le management, qui va être les sales, qui va être le marketing, qui va être l'industrie. Et c'est avec eux, de façon conjointe entre nous et eux, qu'on source des providers, qu'on identifie des partenaires. Et là-dessus, et en étant extrêmement ouvert au monde entier pour en trouver, puisque l'enjeu aujourd'hui étant d'essayer d'aller chercher largement au-delà des frontières et un peu partout dans le monde des fournisseurs. Autre question? Oui. Je voudrais filer la métaphore du portail e-commerce et en plus vous avez une marque très forte. Donc finalement, si vous vous projetez dans 15-20 ans, est-ce que finalement vous ne pouvez pas devenir opérateur de formation? Parce que vous avez un portail de formation qui est absolument qui est assez impressionnant. Vous avez une superbe marque. Vous vendez en interne toutes ces ressources-là. Donc finalement, je vous dis ça parce que d'autres entreprises qui n'ont pas du tout pour objet social de faire la formation envisagent d'ouvrir à certaines conditions certaines de leurs ressources pour se positionner en tant qu'acteur de la formation et dynamiter un peu les acteurs traditionnels dont l'objet social est la formation. Je travaille à Sciences Po, c'est aussi pour ça que je pose cette question. Non, mais question intéressante. Et en plus, j'ai un passé qui vient des organismes de formation, puisque je viens d'une très belle entreprise qui est Segos, et j'ai passé des années là-bas. Donc, je connais bien le modèle. On y va déjà.
Alors on y va déjà, et on y va déjà sur l'entreprise étendue est un vrai sujet. Et aujourd'hui, nous, on a deux sujets d'entreprise étendue. On a les beauty advisors, donc les conseillères beauté qui sont dans les corners, comme je vous disais. Et aujourd'hui, les beauty advisors, elles sont, on en a, des centaines de milliers dans le monde aujourd'hui. Et on en a 18 000 qui sont sur qui sont dans nos collaborateurs, qui sont sur nos headcounts. On doit aller les former, y compris à les former, et c'est tout le challenge, des beauty advisors qui sont chez des retailers, qui sont peut-être des fois nos concurrents. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille. L'autre sujet sur lequel on est en ce moment en phase pilote au Canada, c'est la formation des coiffeurs. Les coiffeurs sont nos clients. On essaie de leur vendre nos produits. On essaye de les former à la coloration. La coiffure est un métier qui est, vous avez 1 million de coiffeurs dans le monde entier. Et aujourd'hui, on voit bien que là, entre des pays où la formation à la coiffure est extrêmement structurée, la France, vous avez tous les diplômes pour devenir coiffeur. Quand vous êtes en Inde, avant d'utiliser un produit de coloration des cheveux, on a besoin de former les coiffeurs à l'utilisation de nos produits techniques. Donc on a déjà monté depuis très longtemps des académies de coiffure dans les grands pays. Aujourd'hui, on ouvre un portail online qui s'appelle mayedu.salon, mayedu-salon.com, qui est un portail de formation destiné aux salons de coiffure. Donc oui, il y a obligatoirement une extension. Après, elle est pas obligatoirement dans un champ qui est de concurrencer, et pas non plus dans un champ d'y faire du business. On y fait du business indirect puisque on apporte du service en plus de nos produits à nos clients externes. Dans quelle mesure la population non cadre et ou industrielle a-t-elle suivi? Alors vous allez être très surpris, quasiment un des meilleurs taux de pénétration, c'est les gens qui sont en usine. C'est les opérations. On a quasiment aujourd'hui sur 15% peut-être du trafic mondial vient sur les sujets liés à ce qu'on appelle les opérations, c'est-à-dire liés à l'industrie, aux usines. Pourquoi? Parce que c'est certainement un des champs sur lequel on a développé le plus de contenu, le réalisé de contenu interne, donc attractif. Et pareil, hein, c'est un sujet qui n'est plus un sujet de se dire, en fonction des générations, soi-disant certaines générations ne pourraient pas apprendre en ligne et ça serait que les jeunes, et les ouvriers seraient beaucoup plus bêtes que les cadres pour apprendre online. Ça, c'est un non-sujet et le débat est clos depuis maintenant un certain temps et je ne veux absolument jamais l'ouvrir puisque pour moi, c'est... toutes les populations peuvent y aller. Aujourd'hui, on voit les taux de pénétration des seniors sur le net, c'est incontestable. Et on voit même des jeunes générations qui sont... certains de mes recrutés autour de moi sont des fois moins digitaux que des quarantenaires. Portail unique pour toutes les formations. Les collaborateurs ne se dispersent pas face au choix? Non, en fait, ils ne se dispersent pas parce que comme Google, vous ne savez pas qu'il y a des milliards d'octets qui sont référencés dans Google. Nous, ils ne voient jamais les 4000 ressources pédagogiques. Jamais. Sauf si quelqu'un faisait search all et essayait de balayer les 4000. Non. L'enjeu, c'est quasiment... Demain, la meilleure ergonomie du site web, c'est une simple box au milieu du site avec qu'est-ce que vous voulez apprendre aujourd'hui? Et je tape et je trouve quelque chose. Et là, derrière, je peux en avoir 4000, 5000, 1 million, je peux me connecter à des portails externes. Il n'y a pas le sujet de se perdre. Par contre, il y a un sujet permanent de faire, et on avait, c'était une des 3 bulles, le côté curation de contenu, le côté contextualisation. Ça, oui, on peut, pour ceux qui veulent, les aider à se repérer, à se guider, être un peu le GPS par moment de certains apprenants. Dernière question. Tête de gondole, vous ne reniez pas votre ADN B2C. Bah non, on le voit, hein, on a des réflexes. C'est vrai que L'Oréal est une entreprise de marketing, donc on a des réflexes et on en a parlé. Hein, c'est un des sujets de la consumer centricity, c'est-à-dire le fait de se centrer totalement sur notre consommateur final est aujourd'hui un des enjeux fondamentaux pour L'Oréal. Et de la même manière, quand on est dans la formation, le learning, on ne vit que pour l'apprenant, on ne vit que pour le learner final. Le reste du temps, ça ne sert à rien. On n'en a pas parlé, mais le fait d'avoir un seul LMS fait qu'aujourd'hui, j'ai un seul administrateur. Et je ne demande plus à des responsables formation dans le monde entier de jouer un rôle qui n'est pas leur, d'aller dans le back-office d'une plateforme de formation pour faire de l'administration. Ce n'est pas ça leur job. Leur job, c'est de passer 100% de leur temps quasiment pour créer de la valeur pour l'entreprise et
peut-être pas 100% de leur temps, mais du temps avec l'apprenant et le collaborateur final. C'est la seule raison d'être finalement de notre job. Merci.